Eh bien, chers amis, bonjour, chers tous, chers branchés derrière l'écran, merci de nous confier votre pause déjeuner pour nous écouter et puis faire connaissance avec la section addictologie de la FPBN. Je remercie évidemment Emmanuel Lafenne, Philippe Fossati et tout le bureau de la FPBN de nous faire confiance. Et puis je remercie Claire Nobilet-Seguin et l'équipe de Comme de tout évidence pour l'organisation à la fois pratique, logistique et tout le reste pour que ce webinaire soit réussi. Alors moi, j'ai le plaisir d'abord de ne rien faire, ça change, et en même temps de présider des gens de grande qualité. J'ai le plaisir et la chance d'avoir avec nous aujourd'hui 4 excellents chercheurs, orateurs, cliniciens. Vous allez évidemment le découvrir durant ce webinaire. Donc, comme ce sont tous des bavards, on leur a demandé en 10 minutes de nous donner le résumé intelligent qui les qualifie, et en même temps de trouver un thème qui soit un thème d'actualité et qui intéresse évidemment la, la sphère digitale de la dictologie à la FPBN. Alors pour cela, j'aurai l'occasion de les présenter dans le détail, mais je vais simplement les citer, vous les avez tous devant l'écran. Christelle Bonnège de Marseille, j'en parlerai tout à l'heure et tout de suite même, Marie Bronec de Nantes, Benjamin Roland de Lyon et Mickaël Nassila d'Amiens. Alors, on va donc, pour ne pas trop perdre de temps et laisser de l'espace pour travailler, commencer par d'emblée vous donner un peu les titres. Vous les avez ici, mais je ne les vois pas très bien. On aura l'occasion de les voir une fois les orateurs sur scène. Et je vais demander à mes amis de descendre, sauf Christelle, qui sera la première à commencer. Donc, Benjamin, Marie et Michael vont quitter la scène, comme on dit dans le langage technique qu'on a appris tout à l'heure. Et je vais rester avec Christelle pour la présenter. Alors, Christelle, comme vous l'avez peut-être pas entendu, mais vous l'entendrez, est marseillaise. Elle est chercheuse. Elle travaille beaucoup dans un domaine très précis puisqu'elle s'occupe, comme vous l'avez vu, du noyau subthalamique. Bon, on va nous expliquer de quoi il s'agit. Donc, elle est directrice de recherche en neurosciences. Et puis, on a eu l'occasion, évidemment, d'écouter à de nombreuses reprises dans les congrès et surtout lu dans des papiers de prestige, puisque son dernier article est un article qui est sorti dans une revue très prestigieuse. Je la laisserai la citer. Alors, je ne vais pas lui piquer son temps. À la 10 minutes, je lui donne tout de suite la parole. Et à tout à l'heure, qui sait, si je dois t'arrêter, je sais que c'est difficile pour toi. Je te ferai signe. Merci et bonne conférence. Merci Amine, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Donc voilà, je vais vous raconter le plus rapidement possible toutes les évidences qu'on a recueillies aujourd'hui. Je vais parler que du modèle RA pour faire du noyau subthalamique une cible privilégiée dans l'optique d'un traitement chirurgical des addictions. Alors, pour vous rappeler, le noyau subthalamique, a priori, au départ, il n'est pas dans le circuit de la récompense classique que vous trouvez dans les livres académiques, mais il devrait y être, puisque j'ai rajouté sur ce graphe la projection directe du cortex préfrontal, les inputs dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale et évidemment les interactions directes qu'il a avec le ventral. Et donc, on a donc sur la partie droite de la diapo, je vous ai rappelé les différentes étapes du cercle vicieux de l'addiction qui part d'une augmentation de motivation vers la perte de contrôle, la recherche et la prise compulsive de drogue, les répétitions de tentatives d'arrêt et qui sont souvent suivies de rechutes. Et donc, à tous ces niveaux-là, j'ai mis les références des publications qu'on a faites. On a pu montrer l'implication du noyau subthalamique que je vais vous rappeler très rapidement. Donc, pour ce qui est de l'étape de la motivation accrue, on avait commencé par publier en 2005 le fait que de façon surprenante, quand on laisse le noyau subthalamique, on a une diminution de la motivation des animaux à travailler pour s'auto-administrer la cocaïne. Donc, quand on leur demande de travailler toujours plus pour obtenir la même récompense, dans un test de ratio progressif. Et inversement, on a une augmentation de motivation pour la nourriture sucrée, ce qui positionnait pour nous le noyau subthalamique comme une cible intéressante dans la mesure où ça permettait de discriminer en fonction de la récompense en jeu
comment la motivation allait bouger, et dans le bon sens pour soigner des addicts, puisqu'on diminue la motivation pour la substance d'abus sans diminuer la motivation pour tout le reste, mais au contraire, en augmentant une motivation pour la nourriture sucrée. Ce qu'on a répliqué avec la stimulation cérébrale profonde, qui est plus intéressante qu'une lésion. Donc, on a publié en 2010 dans PNAS, et où on montrait, pareil, qu'on pouvait réduire la motivation des animaux stimulés à haute fréquence dans le subthalamique pour la cocaïne, mais pas pour la nourriture, puisqu'au contraire, on l'augmentait. Alors ça, c'était sur le premier critère d'augmentation de motivation. On s'est intéressé ensuite à la perte de contrôle, et vous savez probablement tous en France les travaux de l'illustre Serge Ahmed à Bordeaux, qui avec Georges Koub avait développé le modèle d'escalade de prise de cocaïne, et donc on a travaillé avec lui sur son modèle d'escalade pour essayer de regarder comment le noyau subthalamique allait interférer avec ce critère de l'addiction. Et en fait, on a pu montrer que la stimulation à haute fréquence, comme la lésion du noyau subthalamique, empêche ce comportement d'escalade. Donc ça a un effet préventif, ce qui, pour transférer vers l'homme et en traitement de l'addiction, n'est pas forcément approprié d'avoir un effet préventif. Donc l'aspect curatif, c'était de regarder chez des animaux qui ont préalablement escaladé leur consommation de cocaïne. On fait une période d'abstinence de 5 semaines, et vous voyez en rouge, les animaux stimulés ne réescaladent pas autant que les animaux qui ne sont pas stimulés en blanc. Et donc, on a une prévention de la réescalade, donc peut-être de la rechute. En tout cas, ça peut être vu comme décevant parce que le niveau de consommation reste quand même assez élevé, mais il faut penser que nos animaux, ils restent quand même 6 heures dans des cages et qu'ils n'ont rien d'autre à faire qu'à prendre de la cocaïne. Donc voilà, donc on a quand même un effet assez bénéfique sur ce critère-là. Et puis, il restait à aborder le dernier critère, et c'est celui qui vient d'être publié dans PNAS, auquel Amine faisait allusion, donc où on s'est intéressé cette fois à la recherche compulsive de drogue. Alors là, je vais passer un peu plus de temps pour vous expliquer la tâche. Donc, on fait préalablement escalader la consommation de cocaïne dans le protocole d'Extended Access de 6 heures par jour d'accès à la cocaïne chez les animaux. Ensuite, on les met dans une tâche dans laquelle ils vont avoir une recherche de cocaïne. Et donc ils appuient sur un premier levier, le levier de recherche. Et ensuite, ils ont accès à un deuxième levier qui va leur donner la cocaïne. Ou si on est en phase de punition, dans 50% des cas, ils n'ont pas de cocaïne du tout, mais un choc électrique dans les pattes. Donc, vous voyez à droite que quand on fait ce protocole-là, donc en baseline, ils ont très bien appris à rechercher, à appuyer sur le levier de recherche et le levier de prise de cocaïne. Et quand on introduit la punition, on a la plupart des animaux en blanc ici qui sont sensibles à la punition et qui arrêtent de rechercher la drogue. Mais par contre, on a les animaux intéressants ici en orange qui sont les résistants à la punition, et qui du coup vont être ceux qui continuent à rechercher la drogue. Alors, sur le point de la consommation, on ne pouvait pas les discriminer avant. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé pendant l'escalade, vous voyez ici, les futurs résistants à la punition en orange, en termes de consommation, ne sont pas différents significativement des contrôles. Ils escaladent tous, des sensibles, pardon. Et donc, en fait, les jours où il y a un encadré marron, on a fait un enregistrement électrophysiologique dans le noyau subthalamique de ces rats-là avant l'accès à la cocaïne. Donc, c'est l'activité basale. Et comparé au premier jour, vous voyez que seulement chez les animaux qui sont les futurs résistants à la punition, on a une augmentation progressive au cours de l'escalade des oscillations dans les très basses fréquences, inférieures à 20 Hz, et donc surtout dans l'alpha-theta. Et alors qu'il n'y a rien du tout qui est observé comme modification de l'activité oscillatoire chez les animaux qui sont les futurs sensibles à la punition. Donc, est-ce que ça peut être un marqueur prédictif de la vulnérabilité à l'addiction? Pour ça, il fallait qu'on fasse une étape de causalité. Et donc, pour ça, on s'est posé la question de est-ce qu'on peut changer le phénotype de compulsion
en mimant les oscillations chez des animaux qui étaient sensibles à la punition. Vous les voyez tous ici lors de la punition numéro 1, je dirais. On avait tous ces animaux qui étaient sensibles à la punition. On les a remis en escalade en les soumettant, les blancs à aucune stimulation, les rouges à une stimulation de 8 Hz pour mimer ces oscillations de très basse fréquence, et les bleus, un contrôle d'une oscillation à 70 Hz. Et vous voyez qu'on n'a pas de différence sur leur niveau de consommation pendant la deuxième escalade. Et quand on les reteste en résistance à la punition, de façon magique, les animaux en rouge qui étaient sensibles à la punition avant deviennent résistants à la punition du fait d'avoir mimé ces oscillations anormales dans le noyau subthalamique. Donc, on a vraiment une causalité qui est vérifiée. Donc, une stimulation alpha-theta dans le noyau subthalamique lors de l'exposition à la cocaïne permet de prédire la future vulnérabilité à la recherche compulsive de drogue. La dernière étape de cette étude, c'était de vérifier si on pouvait soigner ces animaux compulsifs par la stimulation à haute fréquence du noyau subthalamique. Et donc, vous voyez que de façon décevante, quand on applique une stimulation à 130 Hz, les animaux qui étaient résistants à la punition le restent, voire même augmentent un tout petit peu leur recherche compulsive. Et donc, on n'a pas d'effet bénéfique à 130 Hz. Par contre, si on applique une stimulation à basse fréquence, cette fois, donc à 30 Hz, vous voyez que les animaux qui étaient résistants à la punition diminuent progressivement leur recherche de cocaïne. Donc, on a un effet bénéfique d'une stimulation à 30 Hz. Il te reste 1 minute, Christelle. C'est parfait, je suis sur la diapo de conclusion. Donc, du coup, on voit que finalement, l'histoire, elle est très intéressante par rapport au subthalamique dans le cercle infernal de l'addiction, bien sûr, mais que c'est fréquence dépendant. Donc, on a vu qu'à 130 Hz, on pouvait réduire la motivation, avoir un effet préventif sur la perte de contrôle, avoir un effet thérapeutique sur la réescalade après abstinence. Mais à 8 Hz, on induit une recherche compulsive de drogue et à 30 Hz, on peut la réduire. Donc, du coup, si on veut appliquer une stimulation cérébrale profonde dans le noyau subthalamique comme traitement de l'addiction, ce qu'on propose depuis un certain nombre d'années maintenant, on voit bien qu'avec cette dernière étude, le fait de l'appliquer de manière fixe à 130 Hz, c'est probablement pas la bonne stratégie, mais qu'il va falloir plutôt adopter une stratégie de boucle fermée, d'enregistrer et à la détection d'oscillations anormales, pouvoir appliquer la fréquence appropriée au bon moment en fonction du pattern de comportement adapté pour le patient. Voilà, donc la dernière diapo, c'est le remerciement à toutes les personnes impliquées dans le travail, évidemment. Tout ça, c'est un gros travail très lourd et financé aussi. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Christelle. Je te laisse redescendre et te dire bravo pour cette présentation. Je suis certain qu'on aura beaucoup de questions. Et à ce sujet, j'avais oublié de vous le signaler, vous avez sur votre droite la possibilité de poser des questions et même l'obligation de poser des questions. Donc, on y répondra à la fin de la présentation. Alors, j'enchaîne sans transition avec Marie Brenet, que vous connaissez probablement, qui est chef de service d'addictologie au CHU de Nantes et qui est à la tête d'une équipe de recherche et qui a un topic que tout le monde connaît. Évidemment, c'est le jeu d'argent, donc c'est les jeux d'argent pathologiques. Nantes est connue, mais pas que pour ça, mais surtout pour ça, et c'est la raison pour laquelle on a souhaité que Marie nous fasse un point. Merci beaucoup, Marie. Donc, à toi 10 minutes et je te ferai signe le moment venu. Merci beaucoup, Amine. Donc, je remercie tout d'abord l'AFPBN d'avoir organisé ce webinaire et puis Amine de m'avoir invité à parler de rechute chez les joueurs pathologiques. Donc, l'évolution à long terme des habitudes de jeu est un sujet assez passionnant et pour autant, il y a assez peu d'études sur le sujet. Celles qu'on peut trouver dans la littérature vont repérer des transitions d'un état à l'autre, c'est-à-dire d'une pratique de jeu qui reste très occasionnelle à des habitudes de jeu qui se mettent en place, puis éventuellement une addiction qui arrive, qui émerge et des possibilités aussi de rémission chez des joueurs devenus pathologiques. Donc, ces transitions font dire que le jeu problématique peut être conçu comme un état transitoire et épisodique
plus que continue et chronique, et ce qui amène évidemment à aborder la question de la rechute. Alors, les facteurs prédictifs de la rechute chez les joueurs sont un sujet là aussi de grand intérêt, en particulier à visée préventive. Et pour autant, les études sont encore plus rares que l'évolution à long terme. Et surtout, elles vont porter sur des échantillons hétérogènes. On va surtout trouver ce terme relapse associé à des essais cliniques chez les joueurs pathologiques, en particulier des essais médicamenteux ou de TCC, mais du coup qui évaluent le joueur sur des durées très brèves. Et donc, on a aussi une limite qu'il convient de souligner dans ces études, c'est l'absence de définition consensuelle de la rechute. Pour certains sauteurs, il va s'agir du fait de rejouer une fois, voire 2 fois, voire d'avoir des épisodes un petit peu plus prolongés de période de jeu. Donc, l'objectif de l'étude que je vais vous présenter est de déterminer les facteurs associés à la rechute chez les joueurs pathologiques. Et nous nous sommes focalisés sur les variables que nous avons appelées dynamiques, c'est-à-dire susceptibles d'évoluer d'une évaluation à l'autre, afin qu'un changement constaté lors d'une visite N puisse prédire éventuellement une rechute à la visite N+1, et ce qui pourrait aider les cliniciens à adapter leur prise en charge thérapeutique. Donc, voici le design de cette étude. Elle s'est déroulée sur plusieurs années. Tout d'abord, nous avons eu une phase d'inclusion de joueurs qui étaient problématiques ou non. Cette phase d'inclusion a duré 2 ans et elle a mobilisé quasiment une dizaine de centres en France. C'était donc une étude multicentrique. Puis, les joueurs qui avaient accepté de participer étaient suivis avec une évaluation annuelle pendant 5 ans, qui permettait ainsi de suivre des trajectoires chez ces participants. Les joueurs non problématiques pouvaient rester non problématiques ou pouvaient développer une problématique de jeu au cours du suivi. Et les joueurs problématiques pouvaient le rester, comme ils pouvaient aussi se rétablir, voire même rechuter. Et donc, l'intérêt de cette période longue de suivi était de pouvoir observer ces transitions d'un état à l'autre. Donc, cette étude a bénéficié du financement de la MILD et de l'INSERM en 2007 et puis d'un PHRC national en 2009. Donc, comment avons-nous sélectionné les participants? Pour la cohorte jeu multicentrique, nous nous sommes adressés à tout type de joueurs. Il fallait qu'ils aient joué au moins une fois au cours de l'année écoulée et on s'intéressait donc à des sujets masculins ou féminins âgés de 18 à 65 ans, recrutés dans différents lieux qui pouvaient être des lieux de jeu, les casinos, les débitants de la Française des Jeux ou du PMU, ou bien alors dans des centres de soins, ou encore par voie de presse. Donc, on s'est adressé à une grande hétérogénéité de joueurs afin d'avoir parmi eux des joueurs qui avaient des problèmes de jeu et d'autres qui n'en avaient pas. Pour l'étude que je vous présente ici, nous nous sommes focalisés sur la rechute. Donc, il a fallu sélectionner dans notre cohorte uniquement les sujets chez qui une rechute pouvait être observée. Donc, il fallait que ces participants aient reçu à un moment donné du suivi un diagnostic de jeu pathologique, qu'ils aient transité du statut de jeu pathologique à un statut de joueur non pathologique, c'est-à-dire qu'ils se soient rétablis, et enfin qu'ils aient pu compléter au moins une visite de suivi afin d'observer une éventuelle rechute. Vous avez ici le flowchart de cette étude de cohorte. Donc, durant la phase 1, nous avons pu inclure plus de 600 participants qui donc avaient joué au moins une fois au cours de l'année écoulée. Puis, nous avons dû exclure du suivi une partie des joueurs recrutés dans les lieux de soins, tel que c'était prévu dans le protocole initial. Donc, on a suivi uniquement les joueurs pathologiques suivis dans notre centre à Nantes. Un certain nombre de joueurs a aussi refusé de continuer le suivi ou ont été perdus de vue. Et puis enfin, 223 participants ont été exclus des analyses puisqu'on ne pouvait pas observer de rechute chez eux. Ce qui fait que de 628 participants, on arrive à 87 participants inclus dans la présente analyse parce qu'ils avaient pu présenter éventuellement une rechute au cours du suivi. Donc ici, vous avez une représentation schématique des transitions observées au cours du suivi. Donc, quand on additionne les sujets ici, ici, ici et ici, on arrive bien à nos 87 participants et on voit les différents moments où ces participants ont pu rechuter. Et donc, certains ont même pu rechuter 2 fois. Les outils de mesure qui ont été utilisés au cours de la cohorte étaient assez nombreux. L'évaluation durait un certain temps pour les participants. Là, ce sont les variables qui ont été retenues comme étant dynamiques et donc pouvant influencer le statut du joueur au cours d'une visite.
Donc, sur le plan socio-démographique, on a retenu le statut marital et professionnel. Sur le plan des variables liées au jeu, nous sommes intéressés au comportement de jeu actuel, à la fréquence maximale de jeu, au jeu de prédilection, aux dépenses maximales dans la pratique, à la période d'au moins 1 mois sans jeu au cours des 12 mois écoulés, au diagnostic de jeu pathologique, au traitement spécifique qui avait pu être entrepris entre 2 visites et enfin aux distorsions cognitives évaluées par un questionnaire spécifique. Et sur le plan de la psychopathologie de façon plus générale, nous avons recueilli des comorbidités psychiatriques et addictives sur la période actuelle et nous sommes intéressés aussi aux dimensions du caractère évaluées par le TCI. Sur le plan des analyses statistiques, nous avons défini pour outcome la rechute comme étant la réapparition du jeu pathologique à la visite N+1, suivi de l'absence de jeu pathologique à la visite N. Et à contrario, le rétablissement prolongé était défini comme l'absence de jeu pathologique à 2 visites successives. Pour pouvoir déterminer des facteurs prédictifs de la rechute, nous avons appliqué le plan d'analyse suivant. Tout d'abord, nous avons décrit les participants qui se différenciaient en fonction de la rechute ou pas. Puis, nous avons converti notre base de données pour que chaque transition soit une observation. Donc, l'unité statistique n'était pas un participant donné, mais une transition, ce qui fait que chaque participant avait plusieurs transitions qui étaient enregistrées. Et enfin, nous avons appliqué le modèle de Markov qui permet d'investiguer les prédicteurs de la rechute. Ce type de modèle est composé d'états. Donc ici, nous avions l'état joueur pathologique et l'état joueur non pathologique et des transitions. Et là, nous sommes focalisés sur la rechute et le rétablissement. Les prédicteurs potentiels testés étaient ceux qui pouvaient évoluer d'une visite à l'autre, donc les variables que je vous ai présentées sur la diapositive précédente. Et nous avons utilisé une régression logistique multivariée. En termes de résultats, tout d'abord, des résultats concernant l'évolution de nos participants. On voit que sur les 87, 49 sont restés en rétablissement soutenu et 38 avaient rechuté au moins une fois au cours du suivi. Pour ceux qui ne rechutaient pas, 3/4 d'entre eux avaient pourtant rejoué au moins une fois durant le suivi. C'est intéressant de voir que même chez des joueurs qui avaient pu être joueurs pathologiques à un moment donné, le fait de retourner jouer n'était pas forcément associé à une rechute. Pour ceux qui rechutaient, la rechute survenait en moyenne presque 1 an et demi après avoir atteint le rétablissement. Donc ça, c'est aussi un des points qu'on discutera tout à l'heure. Concernant les prédicteurs de l'évolution, on voit que 2 facteurs vont être significativement associés à l'absence de rechute. Ça va être le fait de s'être abstenu de jouer pendant au moins 1 mois au cours des 12 mois qui précèdent la visite et le taux, un haut niveau de détermination évalué par le TCI. Alors, les discussions qu'on peut avoir au sujet de ces résultats, tout d'abord les points faibles ou limites de cette étude. L'évaluation n'est pas réalisée au moment précis où survient la rechute. Elle est évaluée parfois plusieurs mois après la rechute. Donc, il peut y avoir une hétérogénéité chez les participants. On va utiliser essentiellement des auto-questionnaires, donc ce qui peut être une limite aussi en raison des biais de mémorisation. On a un taux important de drop-out, ce qui va limiter la puissance des analyses. Et puis enfin, certaines variables n'ont pas été évaluées et pourtant elles auraient eu un intérêt vraiment évident pour prédire ou pas la rechute, comme l'objectif vis-à-vis du jeu, qui peut être l'arrêt complet ou le retour à une pratique contrôlée du jeu, et le craving. Cependant, un certain nombre de points forts se dégagent et permettent d'envisager des perspectives. Tout d'abord, le fait qu'on ait choisi une définition de la rechute qui nous paraissait vraiment pertinente, qui est le fait de redevenir malade et pas uniquement de rejouer, puisqu'on montre bien qu'on peut rejouer sans rechuter. La durée de l'étude, qui est un point fort évident, puisqu'on les a suivis pendant au moins 5 ans, et ce qui permettait du coup d'observer des transitions. On voit bien qu'en moyenne, la rechute survenait 1 an et demi après le rétablissement. Et donc, ça nous incite aussi, nous cliniciens, à prolonger les suivis post-traitement. Or, bien souvent, quand on fait des programmes de TCC, la dernière évaluation survient à 12 mois. Et enfin, l'identification de ces prédicteurs qui plaident pour à la fois des nouveaux messages d'information
et en particulier sur l'aspect protecteur de s'abstenir de jouer au moins une fois dans l'année écoulée, et sur des nouvelles pistes de thérapie qui visent à renforcer la détermination. Et plusieurs papiers ont montré que certains types de thérapie, comme l'ACT ou la thérapie comportementale dialectique, pouvaient vraiment avoir un intérêt en ce sens, de même que la remédiation cognitive. Et puis enfin, point intéressant, notre étude n'a pas montré de lien entre rechute et traitement spécifique, c'est-à-dire que les sujets qui avaient pu bénéficier de soins au cours du suivi n'allaient pas être mieux protégés que les autres vis-à-vis d'une rechute, ce qui peut montrer que le processus d'auto-rétablissement qui a pu aider les gens à se rétablir peut encore être à l'œuvre pour les protéger d'une rechute. Il te reste 1 minute, hein, mais je pense que… Voilà, j'ai fini. Pour plus de détails, je vous invite à lire ce papier qui vient de sortir et qui associe tous les investigateurs principaux de l'étude et qui montrent donc la représentation des centres français dans cette étude de cohorte. Merci beaucoup. Merci Marie, excellent. Donc on a probablement même certainement beaucoup de questions à te poser. C'est une très belle étude, j'atteste. Voilà, donc je vais te demander de descendre et j'en vais accueillir tout de suite hop, voilà. Alors, on va accueillir maintenant notre ami et collègue, le professeur Benjamin Rolland, qui est professeur d'addictologie et de psychiatrie par la même occasion, évidemment, à Lyon, au HCL et au Vinatier. Et donc, il est évidemment, il est marge à l'Université de Lyon. Je remercie sincèrement d'être là avec nous. Et je remercie parce que le sujet qu'il va présenter, c'est un sujet d'actualité. Donc, je me tais et je ne lui pique pas de son temps. Merci beaucoup. N'oubliez pas de poser les questions à nos collègues. Merci. Quand tu verras mon visage apparaître, c'est qu'il reste 1 minute, comme ça me permet de ne pas te bloquer. OK. Ça marche. Merci. C'est noté, Amine. Ça roule. Merci. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci à la FPBN et merci à l'organisation. Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut traiter l'alcoolodépendance avec du cannabidiol en présentant le PHRC Caramel, donc qui est une étude prospective qui va démarrer en fin d'année et qui va justement viser à répondre à cette question. Alors, je vous présente d'abord à la fois un lien d'intérêt et puis un remerciement aussi à Panaxia, qui est un laboratoire israélien qui nous fournit non seulement le cannabidiol sous forme pharmaceutique, donc extrêmement rigoureuse, et puis en même temps le placebo qui va servir à comparer les actions du cannabidiol, puisque Caramel est une étude en double aveugle. Alors, d'abord, pour faire un petit rappel sur CBD, cannabidiol et THC, vous savez que ce sont deux principes, deux molécules qui sont présentes dans le cannabis et qui font pas du tout la même chose. Le THC, comme vous le savez, eh bien, il se fixe sur les récepteurs CB1 et il va induire un certain nombre d'effets, en particulier les effets psychodysleptiques du cannabis, et donc tous les effets neurobiologiques de modification de la perception sensorielle de la réalité. Et le cannabidiol, en fait, c'est ce qu'on appelle un modulateur allostérique. Ça veut dire qu'il se fixe aussi sur le CB1, qu'il n'active pas ce récepteur et que donc il bloque la possibilité au THC de se fixer. Donc, d'une manière générale, on considère que le cannabidiol bloque les effets du THC et vous le savez sans doute, le cannabidiol a montré des effets antipsychotiques alors que le THC a plutôt des effets propsychotiques au niveau cérébral. Le CBD, en fait, a beaucoup d'autres effets. Je n'aurai pas le temps de tout détailler ici. Il a des effets sur les récepteurs sérotoninergiques, ce qui a fait dire qu'il pouvait éventuellement avoir des effets antidépresseurs, même si ça reste probablement encore largement à démontrer. Mais surtout, il a des effets immunomodulateurs. Il agit sur des récepteurs intracellulaires qu'on appelle les PIPAR. Et donc, par ce biais-là, il pourrait avoir des effets anti-inflammatoires très intéressants, et notamment pour ce qui nous concerne dans l'alcoolodépendance. Alors, s'il fallait 3 raisons pour pouvoir utiliser le CBD dans le trouble d'usage d'alcool, dans l'alcoolodépendance, je vais essayer de vous énumérer ces 3 raisons. Et ces 3 raisons, on les a listées sur la base de données animales
dans une publication, on va dire, de rationnel autour de l'essai Caramel, qui a regroupé le consortium Caramel, ainsi que Michael Nassila à Amiens. Et c'est un peu un résumé des données animales sur l'utilisation du cannabidiol dans un contexte d'usage régulier d'alcool, d'usage répété d'alcool et de modèle d'alcoolodépendance chez l'animal. Et en fait, on a constaté à travers ces études animales que le cannabidiol pouvait avoir 3 effets intéressants. D'abord, un effet de réduction de consommation. Ça, c'est assez classique, hein. Il y a d'autres traitements qui font ce genre de choses. Mais aussi des effets de réduction des dommages. Et c'est assez original dans le domaine de l'alcoolodépendance, puisque le cannabidiol chez l'animal diminue les phénomènes de stéatose et d'inflammation hépatique liés à l'alcool. Donc, vous voyez très bien quel impact ça pourrait avoir chez l'homme, chez les personnes atteintes d'alcoolodépendance. Et puis, le cannabidiol a montré aussi des effets neuroprotecteurs, en particulier une neuroprotection sur les dommages induits par l'alcool, sur des paramètres neurocognitifs chez l'animal et sur des données d'atteinte cellulaire avec des marqueurs cérébraux de lésions cellulaires liées à l'alcool. Donc, vous voyez tout un rationnel pour dire qu'il y aurait une triple action potentielle du cannabidiol chez des personnes atteintes d'usage d'alcool. Tout ça est relativement bien démontré maintenant chez l'animal, mais entre la souris, parce que c'est essentiellement chez la souris que tout ça a été démontré, et l'homme, eh bien, il faut franchir le pas, et c'est un pas de géant. Et donc, c'est l'objectif de cette étude, cet essai Caramel, hein, donc, qui a été financé au PHRC fin 2018, qu'on avait prévu de lancer fin 2020, mais la situation Covid nous a fait décaler, et donc l'étude est prévue pour démarrer fin 2021, début 2022. Alors, c'est une étude dite de phase 2B, hein, ça veut dire que c'est une étude sur un nombre relativement limité de sujets. Il y a 76 patients qui vont être inclus, donc 38 et 38, puisque c'est une étude en double aveugle randomisée. Et donc, on va tester le CBD avec un protocole relativement original qui va rappeler peut-être l'utilisation du baclofène à certains d'entre vous, puisque les doses vont être variables et elles vont être ajustées en fonction du craving et puis des symptômes que présentent les patients. Donc, les patients auront la possibilité d'adapter les doses et ça, c'est assez original. Alors, ça pose quelques petits soucis méthodologiques, mais ça permet aussi d'aller rechercher la dose efficace pour chaque patient. Et les usagers de cannabidiol plutôt phytothérapeutiques rapportent bien à quel point il y a des usages très variés du CBD, notamment en termes de dose. Donc, cette souplesse, elle nous paraissait relativement pragmatique pour pouvoir aller rechercher des effets, notamment sur la réduction de consommation. Les dates d'études, je vous l'ai dit, c'est fin 2021, début 2022, le temps d'avoir les autorisations jusque 2 ans après pour les inclusions, donc fin 2023, début 2024, dans 4 centres, 2 à Lille et 2 à Lyon, pour une étude qui, au final, a un financement global d'un peu moins de 600 000 €. Les critères d'inclusion, eh bien, il faudra avoir plus de 18 ans, il faudra parler français pour pouvoir remplir un certain nombre de questionnaires. Les critères DSM-5 de troubles d'usage d'alcool, donc ça c'est le jargon classique pour dire que ce sont des patients avec alcoolodépendance. Et on a choisi, pour des raisons méthodologiques que je pourrais expliciter en question, de prendre des usagers élevés d'alcool, donc au moins 12 verres standards par jour de consommation, c'est élevé. Mais la principale raison pour ça, c'est que plus la consommation d'alcool est élevée dans les études, plus la différence entre un principe actif et le placebo est importante. Et donc, comme on a un faible échantillon, on veut maximiser les chances d'avoir une différence entre le placebo et le CBD. Et donc, on veut prendre, pour parler vulgairement, des gros buveurs et pour limiter l'effet placebo. Alors, le design, la première étape, ça va être une étape de bilan avant l'introduction du cannabidiol. Donc, il va y avoir une visite initiale où on va recueillir le consentement. Ce qu'on appelle ATLFB, c'est le questionnaire, le calendrier de mesure de déconsommation d'alcool. Et puis, il y aura un bilan assez complet, clinique, évidemment socio-démographique. Il va y avoir un bilan sanguin avec les paramètres classiques, gamma-GT, bilan hépatique, etc. Un bilan neurocognitif assez poussé, qui a été élaboré par Pierre Morage à Bruxelles, Louvain-la-Neuve, que vous connaissez tous. Et puis, un fibroscan, un bilan élastométrique qui va mesurer notamment les paramètres liés à la fibrose et stéatose hépatique. Quelques jours après, dans les 7 jours, les sujets vont passer une double IRM, une IRM
hépatique qui va mesurer aussi la stéatose, et puis une IRM cérébrale, une IRM structurelle cérébrale qui va mesurer notamment les atteintes anatomiques éventuellement liées à l'alcool. Suite à ce premier bilan assez lourd, eh bien, il va y avoir une période d'essai. Donc, vous voyez que c'est une centaine de jours un peu moins sous cannabidiol, avec des doses très variables selon les patients. Un protocole qui leur permettra d'ajuster les doses en fonction de leurs symptômes et de leur consommation. Et les patients seront revus à intervalles réguliers. Ils seront appelés aussi par l'équipe du CESTIM qui est partenaire, j'y reviendrai, pour ce qu'on appelle des Patient Reported Outcomes, qui sont donc une évaluation de critères beaucoup plus fonctionnels sur le sommeil, la qualité de vie, etc. Donc, il y aura des évaluations régulières, à la fois par les investigateurs et puis par une équipe extérieure qui sera l'équipe du CESTIM. À la fin de l'étude, on arrête le cannabidiol et on réalise à peu près le même bilan que le bilan initial, notamment le fibroscan, les IRM, le bilan neuropsychologique et les bilans biologiques pour évaluer dans quelle mesure tout ça a bougé sous cannabidiol et sous placebo et comparer les deux. Donc, vous voyez que c'est une étude très riche, hein, donc les patients vont être extrêmement bilantés. On espère qu'on n'aura pas trop de drop-out, mais ça va fournir tout un tas d'informations pour répondre à toutes les questions que j'ai abordées au début de la présentation, c'est-à-dire est-ce que le CBD diminue la consommation? Est-ce qu'il diminue la stéatose hépatique? Est-ce qu'il diminue les atteintes cognitives et les atteintes structurelles au niveau cérebral liées à l'alcool? Alors, Caramel, c'est une grosse étude avec un consortium, c'est, on va dire, un coportage par les équipes lyonnaises Vinatier HCL et puis le CESTIM à Marseille avec ma binôme Patricia Carrieri qui est responsable scientifique. On a deux chefs de projet, un chef de projet plutôt pour les aspects cliniques pharmaceutiques qui est Mathieu Chapuis et puis une chef de projet au CESTIM qui est Fabienne Marcelin et puis on a toute une équipe d'experts et pathologues, pharmacovigilants, addictologues avec Olivier Cotensin à Lille et des experts d'IRM, Guillaume Sescous pour l'IRM cérébrale, qui est chercheur INSERM en neurosciences, Olivier Boeuf, qui est chercheur à Creatis, qui est une équipe qui s'occupe exclusivement d'IRM hépatique, et Pierre Morache pour les aspects neuropsychologiques. Voilà. Donc, on attend beaucoup de cette étude. Et comme partenaire, comme je l'ai dit, on a Panaxia qu'on remercie encore pour nous avoir gracieusement offert le CBD pharmaceutique et le placebo. Et puis, on a un partenaire français qui est un laboratoire privé qui s'appelle Eurofin, qui permet l'import du cannabidiol parce que le cannabidiol, pour l'instant, n'est pas encore strictement commercialisé en France et donc il faut l'importer et il faut un laboratoire d'import pour ça. Et Eurofin joue notamment ce rôle. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup, Benjamin, pour la clarté de ton propos. Et puis, merci du coup de nous donner en prime, finalement, une étude pour laquelle, évidemment, on aura l'occasion de voir les résultats dans les différentes manifestations et congrès. Là, on prend date, comme tu peux l'imaginer. Super. Donc, on va finir notre webinaire. Je te remercie. Donc, merci. Avec le dernier orateur, voilà, donc hop, le dernier orateur qui n'est autre que le professeur Michael Nassila qui vient de monter sur scène. Merci Michael, que tout le monde connaît évidemment, en dehors du fait qu'il soit le président de l'Institut française d'alcoolologie. Il est chercheur, directeur de recherche INSERM et il est à la tête du seul laboratoire, alors j'espère que je ne me trompe pas, qui fait des recherches exclusivement sur l'alcool en matière animale. Voilà, bon, merci beaucoup, Michael, d'être là. Vous voyez de quoi il va parler, de la consommation de sucre pendant le sevrage alcoolique, transfert, substitution ou artefact. Tu as, comme tout le monde, 10 minutes et je vous rappelle que vous pouvez et vous devez poser des questions pour qu'on puisse faire un after présentation avec les orateurs. Merci, Michael. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'AFPBN et puis merci beaucoup à toi, Amine, de ton invitation à ce séminaire sur les addictions. Donc moi, ce que j'ai choisi comme sujet aujourd'hui, c'est finalement un sujet dont on parle assez souvent, qui est celui de la problématique de la consommation de sucre, et ici particulièrement pendant le sevrage et le sevrage alcoolique. Alors, est-ce un transfert, un effet substitutif ou simplement un artefact? J'ai voulu être un peu provocateur. Eh bien, on a fait des études à la fois chez l'homme et chez l'animal, et pour
introduire le sujet, c'est vrai que l'alcool et le sucre, c'est une très longue histoire. Il y a énormément de papiers, finalement, chez l'homme, mais aussi chez l'animal, qui tendent à montrer que la consommation de sucre, ou la préférence, l'appétence pour le sucre, est liée à la consommation de drogue. Et inversement, quand on regarde la consommation de sucre chez des sujets ou des animaux qui ont une consommation de substances, eh bien, on retrouve plus fréquemment cette association avec la consommation de sucre. Et en fait, on explique ce lien à 50% par des facteurs génétiques, à tel point que je vous ai mis à gauche ici un schéma, un graphique qui montre tous les facteurs de risque impliqués dans le trouble de l'usage d'alcool. Et on retrouve au milieu, alors je ne peux pas pointer, mais c'est le rond marron ici, l'appétence pour le sucre comme étant un des endophénotypes, c'est-à-dire un des marqueurs finalement associés et prédictifs, ou un des critères finalement, qui pourrait être un des critères, qui est l'appétence pour le sucre dans l'addiction à l'alcool. Alors, dans le sevrage, on va retrouver fréquemment une augmentation de la consommation de nourriture chez certains individus, un gain de poids, chez certains un comportement de binge-eating aussi qui est rapporté dans la littérature, et la question du sucre pose problème dans le champ des addictions. On entend beaucoup parler de sucre comme potentiellement une drogue, mais aussi comme substance qui pourrait, vous connaissez tous ces travaux de Serge Ahmed, qui pourrait avoir des effets tellement renforçants qu'ils surpasseraient les effets des drogues. Est-ce que c'est de la substitution, des effets substitutifs, ou est-ce que ça permet de réguler l'humeur? Les débats sont ouverts. Et chez le rat, juste pour dire que les derniers tout papiers de Serge Ahmed tend à dire qu'il ne faut pas exclure peut-être un biais méthodologique, puisque quand on aligne les effets pharmacologiques de la cocaïne avec ceux du sucre, finalement, si on retarde un petit peu les effets pharmacologiques du sucre, les effets plaisants, eh bien, le sucre ne va plus surpasser les effets de la cocaïne. Donc, alors, quid maintenant de qu'est-ce qui se passe chez les patients alcoolodépendants? Donc, on a fait un travail avec l'équipe de Pascal Pernet, et Serge Ahmed était aussi un des participants à cette étude. Donc, chez les patients, on a voulu suivre leur consommation de sucre, le craving pour le sucre et l'alcool, chez des patients hospitalisés cette semaine, dont la première semaine est celle du sevrage. Et donc, c'est de l'hospitalier, les patients avaient accès aux distributeurs de boissons sucrées et sucreries, et puis aussi aux magasins de l'hôpital. Différentes évaluations ont été réalisées pendant cette semaine. Le craving avec l'OCDS, l'échelle OCDS, ou bien une échelle visuelle analogique, au premier jour, au 15e jour, au 45e jour de sevrage. On a aussi regardé la quantité de produits sucrés que les patients pouvaient stocker pour un jour, pour 2 jours, voire sur plusieurs jours, leur prise de poids, les troubles cognitifs, les troubles anxio-dépressifs, et puis aussi une échelle de craving pour la nourriture. Dans cette étude, donc 35 patients ont été inclus. Alors vous avez les données ici sur ces 35 patients, donc c'est plutôt des hommes. L'âge moyen du début du trouble d'usage d'alcool, c'est 32 ans, en moyenne 54 ans. Une vingtaine de verres par jour, plutôt des fumeurs. Le résultat à l'OCDS en termes de craving. Pas de troubles cognitifs, c'est un facteur d'exclusion, les troubles cognitifs trop importants. Et puis ici, les résultats de l'échelle des troubles anxio-dépressifs. Alors, si on regarde plus précisément la question qui nous intéresse, c'est qu'on a regardé donc la variation du craving pour le sucre, et on s'aperçoit ici l'évolution entre J1 et J45 du craving pour le sucre, et bien qu'on a différents sous-groupes, et notamment 2 groupes. On a regardé donc la variation de craving, et la variation était significative si on avait une variation d'au moins 2 points sur l'échelle, et on retrouve cette augmentation ici chez le groupe de patients, c'est le trait noir continu. On voit que chez 14 patients, c'est-à-dire 40%, on a effectivement une augmentation du craving pour le sucre. Et le reste des patients, on n'a pas cette augmentation. Pour les 21 autres patients, il n'y a pas d'augmentation de craving pour le sucre. Et si on regarde l'alcool, on a une diminution du craving alcool dans les 2 groupes. Donc, ce sont des patients hospitalisés, etc. Donc, ce qui est frappant ici, c'est qu'on voit ici un croisement avec une augmentation chez certains patients donc, du craving pour le sucre, alors que le craving pour l'alcool, lui, diminue. Si on regarde les différences entre tout ce qu'on a mesuré entre le sous-groupe de patients qui a une augmentation du craving et celui qui n'a pas d'augmentation du craving, on ne voit aucune différence significative
ni dans les troubles cognitifs, ni dans le score des DSM-5, ici, ni dans l'âge de début ou la durée de l'alcoolodépendance, la quantité d'alcool consommé, les troubles anxio-dépressifs, le craving AJ1 ou le craving pour la nourriture. Sachant que ce craving pour la nourriture, là, il est bien, ces valeurs ici sont bien au-dessous d'un seuil qui serait observé dans le cadre d'addiction à la nourriture. On est en dessous. Alors, si on regarde dans le détail ici de ce groupe, je vous donne les données de l'évolution entre les deux groupes. On voit donc une augmentation du craving pour le sucre dans le premier groupe. C'est normal, c'est avec ça qu'on l'a constitué. Une augmentation du stockage du sucre dans les chambres de ces sujets qui ont une augmentation du craving. Il y a une tendance à une augmentation de la quantité de sucre consommé, une diminution du craving pour l'alcool et un poids qui a tendance à augmenter dans ce groupe de patients. Alors si au départ, c'est vraiment la raison principale, c'est le wanting et la faim, on retrouve vers la fin du sevrage plutôt aussi de motivation qui est liée à des inquiétudes. Finalement, plus on se rapproche de la sortie, plus les inquiétudes aussi peuvent intervenir dans cette motivation à consommer. Donc voilà ce qu'on a obtenu un petit peu chez les patients. Donc l'idée, c'est qu'on a une proportion importante de patients qui augmentent leur consommation de sucre pendant le sevrage, associée à du craving. Quid également, qu'est-ce qui se passe dans la modélisation animale? Alors, on a tenu également à avoir cette approche translationnelle, et ça, c'est une postdoctorante, Stéphanie Alloucantin, qui a fait le travail, et qui est maintenant chez Pascal Pernet à Nîmes. L'idée, c'était de voir ce qui se passait dans l'alcool, parce qu'il y a des tas de travaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la cocaïne, l'héroïne, le fait de proposer du sucre à des animaux, et bien les animaux vont arrêter de consommer la drogue pour consommer le sucre, mais on s'est dit que dans l'alcool, c'est un peu différent parce que le sevrage peut être sévère, induire du renforcement négatif et que peut-être les animaux ne seraient pas autant intéressés par le sucre à cause de ces effets renforçants négatifs du sevrage. Alors, comment on s'y prend dans notre laboratoire? Donc, c'est comme ce que vous a montré Christelle tout à l'heure, c'est d'une procédure opérante où les animaux doivent appuyer sur un levier ici 3 fois, parce qu'on a un minimum de prix à payer pour obtenir 0,1 millilitre d'une solution d'alcool à 10%. Une fois que les animaux atteignent leur vitesse de croisière en consommation d'alcool, on les passe ensuite, on les héberge dans des enceintes d'inhalation. C'est une exposition par des vapeurs d'alcool qui permet d'induire des alcoolémies très importantes, de l'ordre de 1,5 à 2,5 grammes par litre en alcoolémie pendant 14 heures par jour et pendant au moins 8 semaines, voire plusieurs mois. Ça a l'effet d'induire une dépendance à la fois psychologique, puisqu'on retrouve plein de critères DSM-5 entre guillemets chez l'animal, mais également physique avec des signes de sevrage. Chez ces animaux, on les a également habitués à avoir accès à une solution d'alcool ou bien à une solution de sucre, donc c'est de l'alcool 10%, ou à une solution de saccharose 4%, dans des situations de choix ou choix ici, ou des situations où ils n'ont pas le choix. Donc on a regardé leur consommation, lorsqu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont que de l'alcool ou que du sucre, ou bien qu'est-ce qui se passe quand on met à la fois le sucre et l'alcool, et on a fait ça avant l'induction de la dépendance psychologique et physique et après son induction. Et alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit ici que les animaux, alors désolé j'ai pas de pointeur, mais en haut à gauche, que les animaux alcoolodépendants, ici les carrés noirs, eh bien, augmentent avec l'induction de la dépendance physique, augmentent leur consommation d'alcool dès l'initiation des vapeurs. Je ne vois plus l'écran là. L'augmentation des vapeurs, on a bien une induction de la consommation d'alcool. Et puis on voit ici également la consommation de sucre. Alors c'est la situation de non-choix qui augmente de manière très importante chez les rats alcoolodépendants, ici les carrés blancs, comparativement aux rats non alcoolodépendants, les ronds blancs ici en haut à gauche. Donc vous voyez que, comme attendu, les rats alcoolodépendants augmentent leur consommation d'alcool, mais surtout, par rapport aux rats non dépendants, ils augmentent leur consommation de sucre. Sachant qu'au départ, les animaux ont tendance à consommer plus de sucre que d'alcool. Qu'est-ce qui se passe dans la situation de choix? Donc ici en B, en haut à droite, eh bien, on voit que tous les animaux alcoolodépendants notamment, diminuent leur consommation d'alcool et
présentent une consommation de sucre très élevée. Quand on regarde ici en bas à gauche la motivation, le point de rupture, hein, c'est-à-dire le prix maximal, le nombre d'appuis maximal qui est capable de fournir un animal pour obtenir une seule dose d'alcool, eh bien, on voit que les rats dépendants augmentent, c'est un index de motivation, augmentent le nombre d'appuis maximal pour obtenir de l'alcool, mais on voit aussi qu'ils augmentent, comme le font les rats non alcoolodépendants, qui augmentent pour leur consommation de sucre. Les rats alcoolodépendants aussi augmentent une motivation très forte pour la consommation du sucre. Donc on voit que les rats alcoolodépendants ont tendance à augmenter très fortement leur consommation de sucre dans une situation où ils n'ont pas le choix, et ils ont une augmentation de la motivation pour le sucre, ils sont plus motivés et ils sont prêts à payer plus cher leur consommation de sucre. Alors, nos rats alcoolodépendants ont bien une prise dite qu'on appelle compulsive. Hein. Tout à l'heure, Christelle vous a parlé de choc électrique. Un autre moyen simple, c'est de rajouter de la quinine dans la solution alcoolisée, c'est amer. Et donc, en fait, ce qu'on voit ici en haut à gauche, c'est que la motivation diminue ici avec l'augmentation de la concentration de quinine, notamment très rapidement chez les rats qui sont non dépendants, ND ici en blanc. Par contre, il faut monter à des concentrations beaucoup plus élevées de quinine chez les rats alcoolodépendants pour faire diminuer leur consommation d'alcool. Et ça, c'est un index de prise compulsive. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on leur donne accès à une solution de sucre, mais également de solutions alcoolisées et sucrées? Donc, pour la solution alcoolisée, nous sommes passés à 30% parce qu'on s'est aperçu que les rats alcoolodépendants, en fait, sont prêts à payer beaucoup plus cher, ne trouvent pas les solutions à 10% et à 20% suffisamment renforçantes. Et donc, on a pris de l'alcool 30%, qui est une concentration très forte, pour les rats dépendants et non alcoolodépendants. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans une situation de choix ici? Les rats non alcoolodépendants, eh bien, ils consomment plus de sucre que la solution, que le mix éthanol 30% et saccharose et sucrose, saccharose 4%. Par contre, chez les rats alcoolodépendants, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'au départ, ils préfèrent également cette solution sucrée, mais qu'au fil des sessions, ils basculent ici vers la solution de prémix. Donc, ils consomment effectivement du sucre, ils ont une appétence forte pour le sucre, mais on voit ici que ça bascule et que peut-être on a un effet additif, substitutif. Les animaux aussi en viennent à préférer la solution qui contient de l'alcool. Peut-être que c'est dû au sevrage, au renforcement négatif. Donc finalement, ce que je vous ai raconté ici en quelques diapositives, c'est que chez les patients alcoolodépendants, ce qu'on note, c'est qu'on a 40% des patients sevrés qui ont une augmentation du craving pour le sucre. Les rats aussi, alors même s'il y a du renforcement négatif, et bien les rats aussi, quand ils ont en situation de choix, ils préfèrent le sucre. Et on a bien vérifié une chose, c'est que, alors on a choisi du saccharose. Alors le saccharose apporte des calories, hein, parce que vous savez que dans ce champ ici préclinique, il y a une bataille entre des solutions sucrées qui vont apporter des calories ou pas. Donc nous, on a fait le choix justement de prendre du saccharose, et les niveaux de consommation de sucre des rats alcoolodépendants sevrés est tel que les niveaux sont beaucoup plus élevés que simplement une compensation des calories qu'ils n'auraient pas avec l'alcool. Et puis ici, le fait que le choix des rats bascule vers le prémix, hein, c'est-à-dire le sucre, mais aussi la solution d'alcool à 30%, montre sûrement qu'il y a un effet aussi de renforcement négatif et qu'ils finissent aussi par se diriger vers la boisson alcoolisée. Alors, renforcement négatif, sûrement, je pense. Est-ce qu'il y a un effet additif et substitutif aussi? C'est possible. Ça demanderait également d'autres protocoles pour vérifier ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire de toutes ces études à la fois chez l'homme et chez l'animal, c'est que l'augmentation de la consommation de sucre et du craving pour le sucre n'est sûrement pas un artefact. Est-ce que c'est un transfert ou une substitution? Pas que, hein, puisque je vous dis là que ça c'est pas une simple substitution, puisque le niveau de sucre consommé et l'apport calorique dépasse très très largement ce qu'apportait l'alcool. Donc il y a vraiment un effet de renforcement aussi positif du sucre qui est tel. Hein, le sucre active aussi très fortement le circuit cérébral de la récompense, mais il n'y a pas que la dopamine.
Hein, le sucre va modifier la transmission sérotoninergique, dopaminergique, et puis également les opiacés. Donc voilà, il y aurait d'autres études à poursuivre, à la fois chez l'homme et à la fois chez l'animal, pour préciser un petit peu cette appétence qui devient très forte pour le sucre pendant le sevrage. Et qu'est-ce qui se passe aussi à distance du sevrage? Ça, la question reste ouverte. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Michael. Du coup, tu vas rester sur scène et je vais rappeler l'ensemble des orateurs et les remercier. Hein. Donc, il nous reste quelques minutes pour pouvoir répondre aux questions qui nous ont été posées. J'en ai quelques-unes et j'ai vu que tu avais déjà répondu. Tant mieux, Marie. On a quelques questions. Alors, hop, non, c'est pas là. Voilà, on revient sur la partie questions. Hop. Ça marche. Alors, j'en ai une qui probablement… Alors, dans la cohorte, les patients étaient-ils utilisateurs CBD? Ça va être pour toi, ça, Benjamin. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Prends le temps d'expliquer certaines choses que peut-être on t'a piqué sur un temps contraint. Je t'en prie. Alors, si je comprends bien la question, donc il ne s'agit pas d'une cohorte, hein, puisque c'est un essai clinique. Les critères de sélection, si c'est ça la question, mais je pourrais compléter si la personne qui a posé la question veut préciser. Je n'ai pas précisé là les critères de non-inclusion parce qu'ils sont nombreux. Et parmi les critères de non-inclusion, il faut que les personnes recrutées n'aient pas consommé dans les 6 mois précédents du cannabis ou des dérivés du cannabis qui incluent du cannabidiol. Parce qu'évidemment, ça fausserait les données. Si on veut mesurer les effets du cannabidiol, alors qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont usagers de cannabidiol depuis des mois ou des années, ça fausserait les données. Et évidemment, pareil pour les usagers de cannabis. Donc, les patients qui seront recrutés dans Caramel seront des patients vierges de consommation dans les 6 mois précédents. Et pour répondre à l'autre question, il va s'agir de comprimés. Hein. On s'est beaucoup posé la question de la galénique, c'est-à-dire quel type de cannabidiol. Les huiles et ces autres types de galéniques qui sont très fréquentes en utilisation phytothérapique du cannabidiol passent très mal dans l'organisation d'un essai en double aveugle parce que on peut difficilement faire des placebos sous forme d'huile. Il y a beaucoup de contraintes, c'est très cher. Donc là, ça va être des comprimés, cannabidiol ou placebo. Merci beaucoup. Pour Caramel, quel est le mode d'administration? Qu'est-ce qui a marqué du CBD? Voilà, donc je pense que je viens d'y répondre. Ce sont des comprimés d'absorption orale et d'absorption intestinale. Alors, Christelle vous pose une question, du coup, c'est super. Elle dit, pour Michael, est-ce que ça pourrait être un substitut au début, puis shifter sur une dépendance au sucre? Oui, très, très bonne remarque. On n'a pas… Ce qui serait vraiment intéressant, c'est aussi de mesurer des critères d'addiction à la fois pour l'alcool, la sévérité des critères d'addiction à l'alcool et des critères de comportement addictif envers le sucre. Tout à fait. Et ça, on ne l'a pas du tout testé. Le seul point, si je peux me permettre d'intervenir… C'est très bien. C'est le seul point, au moment où je te tapais la question, je me disais, oui, on a partiellement une réponse, c'est qu'il remonte en consommation d'alcool à la fin, Théra. Et donc, est-ce que justement la dépendance au sucre ne fait pas leur redonner un regain d'intérêt pour l'alcool à un moment de façon à contrecarrer un petit peu dans la lutte des dépendances aux substances diverses? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'au départ, il y a quand même un comportement de substitution. Oui. Tout à fait, tu as raison. Et c'est vrai que ça fait repartir la consommation d'alcool finalement. Ouais. Moi, mais Serge n'étant pas là, mais donc tu vas être obligé de nous répondre, Michael. Il avait déjà présenté ses travaux sur la préférence sucre-cocaïne chez les rats. Et là, je me suis demandé si on était sur les mêmes circuits, si tu veux, dans le cadre de l'expérimentation, sollicités. Je sais pas, est-ce que tu as un bout de réponse, Michael, là-dessus? Oui, alors c'est les mêmes circuits. Il y a simplement aussi un problème méthodologique, c'est que là, tout est par voie orale en fait. Oui. C'est de l'alcool par voie orale et c'est voilà. Alors bien évidemment, il y a l'effet pharmacologique, mais en fait, il s'est aperçu là, Serge, c'est que l'effet du sucre est très rapide. Donc en fait, c'est pour ça que ça peut surpasser. Et en fait, quand il augmente le délai plutôt des effets du sucre, eh bien il voit que là les rats arrêtent de basculer vers le sucre pour reprendre leur consommation de cocaïne.
Voilà. D'accord. On avait émis l'hypothèse très forte que pour l'alcool, ça pourrait être différent à cause d'un sevrage intense et le renforcement négatif, mais en fait pas du tout. Hein. Les rats, ils deviennent dingues pour le sucre, hein, et ils explosent leur consommation de sucre. Oui, mais parce qu'avec l'alcool, tu as quand même le problème, c'est que pour le rat, c'est pas bon. Oui. De toute façon, les mimiques de plaisir, on les a quand même moins marquées que quand on leur met du sucre dans la bouche. On peut leur faire acquérir avec l'expérience chez ceux qui se mettent à aimer l'alcool. Mais comme toi, ils sont vraiment infectés par les vapeurs. Il n'y a pas ce côté d'habituation Oui. à la saveur. Et du coup, il y a un moment, il y a toujours un décalage temporel par rapport au plaisir du sucré immédiat qu'ils ont et l'effet bénéfique apporté par les substances d'abus, que ça soit l'alcool ou la coke. La coke, ça pose effectivement le problème, c'est l'injection intraveineuse, donc le temps que ça arrive au cerveau, le délai est encore pire que pour l'alcool consommé comme ça, mais ils n'ont quand même pas le plaisir. Alors peut-être que si tu mettais un alcool qui soit, comme nous, on avait essayé le pastis à un moment avec Nora à Marseille, ils préféraient le pastis alcoolisé au Pacifique, le pastis sans alcool, hein, quand même. Donc, peut-être qu'en jouant sur justement une substance qui aurait un côté attractif palatable, ça pourrait compenser un peu ces biais méthodologiques qu'on a sur les voies d'administration. En tout cas, on a été obligé d'augmenter la consommation d'alcool parce que les rats oui, c'est énorme. Travaillent beaucoup plus pour du 30%, par exemple. Parce qu'après, quel est le prix du sucre? Enfin, c'est un ajustement. On voulait aussi un effet, une réponse pour le sucre qui ne soit pas à un niveau trop important. Donc, c'est pour ça qu'on a pris 4%. Et pour l'alcool, on a été obligé d'adapter parce que les rats alcoolodépendants préfèrent les fortes concentrations. Et c'est un autre modèle dans l'alcoolisme qu'utilise beaucoup Rainer Spanagel. C'est le choix, en fait. C'est l'open bar. Ils ont du 10%, du 20% et du 30%. Et dans l'alcoolodépendance, les rats basculent vers les très fortes concentrations d'alcool. Merci. Benjamin, tu voulais dire un mot? Non, je voulais proposer, s'ils sont dépendants au pastis, pour potentialiser leur consommation, de leur faire jouer aux boules, mais c'était une suggestion à Christelle. On les fait jouer plutôt au jeu de type de ce que Marie étudie. On fait du jeu pathologique chez le rat, enfin des prises de risque et du gambling. On arrive à faire ça. On les fait jouer comme casino. Mais la pétanque, on n'a pas encore développé. D'accord. Complètement. Marie, du coup, puisqu'on t'a évoqué, tu as répondu. Donc, on va mettre en commun un peu la réponse. Combien de jours entre la visite N et N1? Donc, je te laisse voilà. Oui, chaque participant est évalué une fois par an pendant 5 ans, pour ceux qui ont suivi tout le protocole. Et la rechute pouvait survenir à n'importe quel moment. Donc, le délai était variable en fonction des sujets. Et en moyenne, on observait la rechute 1 an et demi après la première fois où on avait pu évaluer un rétablissement. Et justement, ça m'a amené une question. C'est que finalement, dans les effectifs que tu as montrés, il y avait beaucoup de sujets au départ qui finalement sont plus inclus à la fin parce qu'ils ne rechutent pas. Alors du coup, est-ce que le fait de savoir qu'ils sont suivis peut contribuer au fait que ça diminue les rechutes? Je ne sais pas, parce que parmi ceux qu'on n'a pas retenus pour les analyses spécifiques là, que j'ai présentées, il y avait des gens qui n'avaient pas du tout développé de problème de jeu, qui étaient restés joueurs non pathologiques. Il y en a qui sont restés joueurs pathologiques, mais du coup, comme ils ne se sont jamais rétablis, ils n'ont pas pu rechuter. Et puis, il y a enfin ceux qui ont pu être joueurs pathologiques, qui se sont rétablis et qui n'ont pas rechuté. Donc, ça faisait beaucoup de transitions qui ne nous intéressaient pas. Nous, on s'est vraiment focalisé sur la notion de rechute. Mais c'est une histoire très riche et on pourrait faire encore plein d'analyses dessus. Et Marie, ils consommaient aussi d'autres substances ou ils avaient d'autres… Ça a été évalué tous les ans. On faisait passer un mini, donc on sait s'il y avait des comorbidités, en particulier addictives. Et ça, ce n'était pas un facteur prédictif de la rechute, justement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ok, intéressant. Est-ce que vous souhaitez, parce qu'on a épuisé les questions, bon, ben, c'est l'heure de la pause déj, je peux comprendre. Est-ce que vous souhaitez rajouter des éléments, soit en lien avec votre présentation, soit des éléments complémentaires pour lesquels vous n'avez pas eu le temps de vous étaler? Oui, moi je veux bien.
Oui, parce que je suis bavarde, tu avais prévenu tout le monde. Hein. Non, mais c'est très bien. Donc, Je me suis arrangé pour te rajouter du temps. non, Tu t'en rends compte. je voulais vous parler d'un aspect qu'on a étudié, et notamment parce que Benjamin a évoqué son travail avec Patricia Carrieri. Donc, je voulais parler d'un travail que j'ai fait avec elle aussi, qui porte sur un aspect un peu différent de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, qui n'était pas le suivi de l'hypothèse chirurgicale pour l'addiction, mais au contraire quelque chose de beaucoup plus écologique, donc qui devrait plaire à beaucoup plus de gens. C'est le contexte social sur la consommation de drogue et l'influence de la présence d'un congénère sur les consommations de cocaïne. Et donc, on a fait une étude en parallèle chez le rat et chez l'homme. Donc, Patricia avait conduit un questionnaire qu'elle a posé à des usagers de psychostimulants, donc c'était principalement cocaïne et ritaline. Vous savez peut-être qu'il y a quelque chose de culturel qui fait qu'à Marseille, les gens utilisent plutôt la ritaline en alternative à la coke, alors qu'à Paris, c'est plutôt du crack. J'ai appris ça en faisant cette étude. Et donc, ces usagers-là, on leur posait des questions sur la présence de congénères au moment de leur consommation, s'ils étaient seuls, ou en groupe ou en dyade. Et quand ils étaient en dyade, est-ce que c'était avec une personne qui était un familier ou quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas? Et quelle était la consommation prise justement dans ce dernier épisode de consommation et en fonction, on a analysé tout ça évidemment en fonction de l'identité du congénère, etc. Et donc, ah bah oui, attends alors. ah, Et donc, à la prochaine fois, le prochain séminaire. Attends, non. Donc, continue Christelle, on t'a interrompu. Donc, chez le rat, c'était en factuel, du coup, puisque eux, on peut les mettre en situation et les laisser s'auto-administrer. Donc, on les mettait en présence d'un rat qui les observait et qui était soit le congénère, donc le partenaire de cage, donc familier, soit un rat étranger. Et en fait, on observe chez le rat comme chez l'homme exactement la même réduction de consommation qui est optimale quand l'observateur est étranger. Donc, alors évidemment, ce qui est tentant d'interpréter sur le résultat humain, c'est de se dire, bah, il y a le jugement moral de l'étranger, sauf que maintenant, la réflexion, elle est à appliquer chez le rat, puisqu'on observe exactement la même diminution, qui est la plus efficace. Chez le rat, on a pu rajouter un degré, c'est que c'est un étranger et ça diminue encore plus si l'étranger est naïf de cocaïne. Donc, s'il n'en a jamais pris, ce qui est très rare chez l'homme, puisqu'en général, il consomme en présence de gens qui sont des usagers eux-mêmes. Okay. Mais nous, on a quand même conclu notre interprétation des résultats avec Patricia. On était en plein milieu du débat en France à l'époque où on a fini l'étude sur les salles de shoot. Et finalement, on est dans un contexte qui est plutôt favorable à la réduction de consommation, puisqu'on se retrouverait dans des contextes où les gens ne seraient pas seuls au moment où ils consomment, en présence possiblement de gens qui sont aussi censés ne pas consommer, ceux qui ont les blouses blanches et qui sont là dans les salles, pour, etc., superviser tout ça. Donc finalement, voilà, c'est tout un aspect des recherches qu'on regarde. Alors évidemment, il y a le subthalamique là-dedans, hein, mais je ne vous embête pas avec ça, j'en ai parlé assez aujourd'hui. Mais voilà, c'est tout un aspect qui peut amener à des politiques de réduction des risques en faisant très attention au contexte social, donc finalement beaucoup moins invasif que les choses sur lesquelles je travaille d'habitude. Juste un point, Christelle, sur ce que tu viens de citer comme dispositif expérimental sur le rat. Est-ce qu'on peut imaginer ou s'autoriser à penser que la présence d'un rat non congénère et étranger n'est pas perçue comme menaçant et donc il inhibe tout risque de prise de drogue chez l'autre rat? Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, je garde toute mon intégrité, je ne consomme pas parce que je suis menacé par un rat que je ne connais pas. alors, le truc, c'est que justement, on s'est intéressé à la raison de la réduction. Et en fait, comme Michael parlait de substitution, on s'est rendu compte qu'au contraire, contre toute attente, la présence d'un individu est considérée comme une récompense et on peut remplacer la présence de l'individu par juste du playback de vocalisation ultrasonique. Okay. Et c'est des vocalisations de plaisir qui font diminuer la consommation et pas des vocalisations négatives. Ce qui veut dire encore une fois, par rapport aux politiques de réduction des risques chez l'homme, qu'un message positif est beaucoup plus efficace qu'un signal négatif.
Donc, avis aux amateurs, hein, fumais-tu, tu t'es vu quand tu as bu. Finalement, les messages négatifs sont peut-être pas porteurs de résultats, alors que le positif, en tout cas chez le rat, juste la diffusion de vocalisation de plaisir fait réduire. Et si les vocalisations sont émises par un étranger, elles sont positives, elles sont reçues comme une récompense. Le rat peut travailler juste, il n'y a plus de cocaïne là dans la manip, et si on lui fait appuyer sur le levier pour juste écouter des vocalisations, il va écouter celles d'un étranger, mais il n'a pas envie d'écouter celles de son congénère, de partenaire de cage. Donc ça, c'est assez troublant. Voilà, il y a vraiment un côté substitution de récompense. Et finalement, l'étranger est reçu comme une récompense plutôt que le partenaire, ce qui est très contre-intuitif. Et bon, on n'a pas fait de mesure de stress dans toutes ces manips-là, mais visiblement, il y avait des données chez le singe qui montraient que des études de contexte social et qui modifient les performances sont plus liées à des détournements d'attention que des conditions de stress. Super, merci beaucoup Christelle. Je suis en train de regarder on est dans les temps. Hein. Écoutez, je vais me prendre 30 secondes et même moins que ça pour vous super remercier. Je sais que vous êtes tous pris. Je sais que j'ai un peu abusé de mon amitié supposée. J'espère que vous allez la confirmer pour vous arracher à vos malades, vous arracher à vos articles, vous arracher à votre ville, vos travaux. Mais comme je sais que l'amitié est plus fort que tout, alors j'en abuse et j'en use. Merci beaucoup. Merci Mickaël. Merci Marie. Amine, merci Benjamin. Merci Christelle. Alors là, je profite largement de cet auditoire de la FPBN parce que j'ai mouillé la chemise pour eux et pour nous pour rappeler que nous avons le congrès de l'Albatros le 7, le 8, le 9 dans lequel tout le monde va s'éclater. Les cliniciens, les chercheurs, les Français, les étrangers. Et on le fait avec la WAD, la World Association of Diagnosis. Et j'espère que ça sera en présentiel, comme on a toujours l'habitude de le faire, et que tout le monde a la possibilité de soumettre ses travaux. Voilà. N'est-ce pas, Mickaël? Oui. Voilà. N'est-ce pas, Benjamin? Bien sûr. Bien sûr. Marie-Christelle. Bon, merci beaucoup. Et je remercie encore une fois Claire, et comme évidence, d'avoir assuré à fond. Comme d'habitude. Et puis, comme vous l'avez vu dans la dernière slide, les sections de la FPBN vont proposer des choses de qualité, peut-être un peu moins que nous. La section sur le sommeil va intervenir le 21 mai. Je leur espère beaucoup de succès, un peu moins que nous, mais beaucoup de succès quand même. Allez, bon appétit et à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Merci bien. Au revoir.